Bonjour à tous, je vous remercie bien sûr pour cette invitation à l'AMCAR et en particulier le professeur Chaïb qui a la gentillesse d'inviter un chirurgien cardiaque pour venir parler devant cette noble assemblée. Il m'était demandé donc de parler des lésions coronaires et TAVI. À prime abord, il s'agissait d'un sujet extrêmement vaste. Et en fait, en se penchant sur la question, je me suis aperçu qu'en fait, ça répondait à beaucoup de questions que nous posons aujourd'hui quotidiennement. La prise en charge de la pathologie valvulaire aortique, la sténose, comme vous le savez, actuellement, il y a une réelle révolution. Les sténoses aortiques sont bien sûr de plus en plus traitées par voie percutanée en Europe et en Amérique du Nord et maintenant bien sûr au Maroc, avec des niveaux qui sont pratiquement à 2/3 maintenant pour le TAVI et 1/3 pour le remplacement valvulaire aortique chirurgical. Alors si l'on regarde l'état de l'art actuel, des recommandations pour la réalisation d'un TAVI sont bien sûr en premier lieu les patients à haut risque chirurgical, maintenant plus de 80 ans et considérés comme fragiles. Ces derniers présentent 60% de pathologies coronariennes associées. Comme vous le savez, nous sommes passés maintenant aux patients à risque intermédiaire, avec ce qui a été démontré lors des dernières études partenaires, près de 27% de coronaropathie associée à la sténose aortique et 25% selon l'étude Evolute Low Risk. Il est donc bien sûr indispensable d'effectuer un bilan coronarographique préopératoire. En ce qui concerne bien sûr les recommandations pour la revascularisation, nous en sommes toujours sur cette étude de référence du Syntax Score mise en place depuis 2009 et upgradée en 2019. Ce sont des études multicentriques de nombreux patients, duquel ressort en fait une inégalité absolue entre la prise en charge chirurgicale et percutanée pour les patients à faible score inférieur à 22. Par contre, pour les sous-groupes avec des syntax scores supérieurs à 33, les particuliers les patients tritronculaires ou diabétiques avec des lésions du tronc commun, il y a un avantage sur la mortalité à long terme au-delà de 10 ans. Une petite parenthèse concernant les patients à score élevé et donc d'indication chirurgicale lorsque se pose l'indication d'un remplacement valvulaire aortique prophylactique chez les patients qui présentent donc une sténose moyenne à modérée. Actuellement, l'American Association of Cardiology fait une recommandation de niveau 2A pour réaliser dans le même temps un remplacement valvulaire aortique pour les patients à risque élevé d'évolution vers une sténose serrée, c'est-à-dire des surfaces à moins d'1 cm², un gradient de plus de 30 mm de mercure, des calcifications à grade élevé et des vitesses de plus de 3 minutes par seconde et une espérance de vie importante. Par contre, il n'y a pas d'indication d'un TAVI prophylactique lorsqu'il y a des lésions coronariennes importantes. Pour l'instant, c'est recommandation seulement la surveillance. Pour ce qui est donc des lésions coronariennes non chirurgicales, c'est le cœur de notre présentation. 3 questions se posent à nous. Quel est l'impact clinique de ces lésions coronariennes associées ? L'évaluation du risque coronaire per procédure et les accès coronaires post-procédure. Dans un premier temps, quel est l'impact clinique des lésions coronaires? D'abord, il faut définir ce qu'est la lésion coronaire. Et bien sûr, il n'y a pas de consensus. On a considéré qu'une artère de sténosée à plus de 70% ou un tronc commun de plus de 50% correspondait à une lésion coronaire. Les résultats sont contradictoires. La plus grande étude qui a été réalisée en 2018 par D'Ascencio est une méta-analyse de plus de 8000 cas qui montre qu'il n'y a pas d'impact sur la mortalité à 30 jours ni à 1 an. Par contre, si le syntax score est encore supérieur à 22, il y a bien sûr une surmortalité à 1 an et se pose donc la question de réaliser une chirurgie en première intention. En cas de survenue d'un syndrome coronarien aigu avant le TAVI, il y a clairement une surmortalité associée à 5 ans. Donc, si le patient est stable, il n'y a pas d'impact de la pathologie coronarienne, si elle est découverte lors du bilan pré-TAVI. Si le score est supérieur à 22, il y aurait plutôt une indication opératoire en chirurgie. Et s'il est instable, il y a un risque de surmortalité qui conduit plutôt à prendre une décision de type chirurgical. Faut-il proposer une revascularisation à ces patients qui présentent une pathologie coronarienne? Il n'y a aucune étude randomisée probante à ce jour. Il y a une réduction significative de la mortalité seulement si le syntax score résiduel après revascularisation est inférieur à 8, d'après l'étude d'Ascencio. Il y a parfois un impact négatif avec des complications vasculaires liées aux abords supplémentaires pour réaliser le geste d'angioplastie. Le plus souvent, il n'y a donc aucun impact et les recommandations sont donc de ne revasculariser que ce qui est raisonnable, c'est-à-dire les lésions proximales. Quand faut-il revasculariser ?
Selon les habitudes des équipes, le plus souvent, la revascularisation est réalisée avant le TAVI et parfois pendant. Très rarement après, nous verrons pourquoi, pour des raisons d'accès coronaire. Les deux stratégies sont possibles sans impact sur la survie et les complications. La stratégie pré-TAVI, avec une double anti-agrégation plaquettaire qui sécurise la procédure du TAVI, surtout s'il y a un pacing rapide pendant la pause du TAVI. La stratégie per-TAVI, il y a par contre quelques complications liées aux accès, les procédures sont plus longues, il y a plus de produits de contraste. La stratégie post-TAVI, il y a peu de données, on réévalue le patient lorsque le rétrécissement aortique est levé, existe-t-il toujours ou non un angle résiduel? Et bien sûr, dans ce cas-là, il y a une prothèse en place, l'accès coronaire est plus difficile. Quelle stratégie? Alors il y a une étude qui a été réalisée en 2022 qui essaye de répondre à cette question, une étude multicentrique sur 30 centres et 2407 patients avec des critères primaires que sont le décès, toutes causes confondues, des critères secondaires décès, AVC, infarctus, réhospitalisation. Quelle que soit la stratégie décidée, soit différée, soit concomitante, complète ou incomplète, il n'y a pas de différence significative lorsqu'un geste coronaire est réalisé en plus du TAVI. Deuxième question, l'évaluation du risque d'occlusion coronaire per procédure. Et bien sûr, des études ont été réalisées avec une incidence variable qui dépend du type de valve, de l'anatomie du patient ou de la réalisation éventuellement d'un geste valve-in-valve. Le taux d'incidence d'occlusion coronaire au cours d'une procédure TAVI est de moins de 1%. L'étude Partner 3 a montré qu'en chirurgie, l'incidence était à 0,22% de taux d'occlusion contre 0,4% pour le TAVI. Dans plus de 88% des cas, il s'agit d'une occlusion du tronc commun gauche. L'étiologie est donc un déplacement d'un feuillet calcifié devant l'ostia coronaire. La clinique est souvent extrêmement bruyante, c'est un accident brutal pendant la procédure avec des troubles hémodynamiques importants, une modification de l'électrocardiogramme, des troubles du rythme, un sous-décalage. La mortalité est élevée à plus de 40% et l'angioplastie est souvent compliquée avec tout de même, lorsqu'elle est réalisée dans le même temps, selon De Ribeiro, 81% de succès. Bien sûr, en cas d'échec, c'est le décès. Comment prédire l'occlusion? Et c'est bien sûr une étude qui doit être faite par le Heart Team en pré-opératoire, avant le TAVI. Il y a des facteurs de risque qui sont maintenant parfaitement connus pour ce risque d'occlusion coronaire. C'est le diamètre des sinus de Valsalva, s'il est inférieur à 30 mm. Si la hauteur coronaire devant l'ostium gauche est de moins de 12 mm, le sexe féminin, les procédures valve-in-valve augmentent le risque. Le type de bioprothèse présente au préalable, en particulier les bioprothèses stentless qui étaient posées fréquemment dans le passé, un peu moins aujourd'hui, et l'utilisation d'implants de type auto-expandable lorsqu'ils sont déjà en place. Les prothèses expandables sur ballon augmentent également le risque d'accident d'occlusion coronaire. Il est possible, lorsque la hauteur coronaire est un peu faible, de mettre en place un guide pendant la procédure TAVI pour pouvoir protéger l'accès coronaire. Il existe également des cas d'occlusion coronaire tardive, une incidence est de 0,22%, sont des accidents et des arrêts cardio-respiratoires inexpliqués qui peuvent survenir après la pose d'un TAVI dans les 24 premières heures. Il s'agit en fait d'un phénomène de thrombose des sinus de Valsalva. C'est un peu plus fréquent dans le cadre des procédures valve-in-valve ou lorsqu'on utilise des prothèses auto-expandables. Ces types d'accidents peuvent survenir également dans 15% des cas dans les 7 premiers jours et parfois dans les 60 premiers jours dans 36% des cas. Il s'agit dans l'immense majorité des cas d'une occlusion du tronc commun gauche. Le succès dans ces cas-là de tentatives d'angioplastie n'est que de 68% avec une forte mortalité. Dernière question à laquelle il faut répondre, l'accès coronaire après un TAVI est-il bon ou mauvais? Il y a de plus en plus d'indications de gestes de coronarographie ou d'angioplastie chez des patients déjà porteurs d'implants TAVI en raison donc, du nombre d'augmentation des procédures et bien sûr de l'augmentation de l'espérance de vie des patients implantés. Les difficultés sont surtout liées au cathétérisme sélectif de la coronaire droite sur les implants auto-expandables avec feuillet supra-annulaire. C'est faisable, mais c'est très complexe. Le taux de succès de la coronarographie est évalué entre 56% à 100% et les taux de succès d'angioplastie 81 à 100% selon une étude publiée en 2018. Il y a quelques données anatomiques et techniques à connaître, l'anatomie du culot aortique et le design de l'implant utilisé.
Si le diamètre de la jonction sinotubulaire est bien sûr à prendre en compte, la hauteur et la profondeur des sinus, la taille des cuspes natives et la charge calcique ainsi que la hauteur des ostias. La hauteur de la jupe d'étanchéité, particulièrement dans les valves sur ballon, la profondeur de l'implantation de l'implant, vous savez qu'on peut implanter un TAVI à différents niveaux, et bien sûr l'orientation des commissures de l'implant. Il existe deux grands groupes d'implants TAVI, les implants dits sur ballon, type Edwards Sapiens 3, où le taux d'occlusion initiale est un petit peu plus élevé. L'accès coronaire, par contre, est beaucoup plus aisé puisque ce sont des procédures à bas profil avec des stents qui sont en général en dessous des ostias et des cellules agrandies à la partie supérieure qui permettent de réaccéder facilement aux ostiums coronaires. Lors du bilan pré-coronarographique ou angioplastie, on peut facilement analyser le niveau de l'implant et voir, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de cette diapositive, les accès coronariens pour voir s'ils sont facilement accessibles avec les cathéters pour aller trouver l'entrée des ostias. En ce qui concerne les valves auto-expandables de type Corvalve ou Accurate Neo, le taux d'occlusion initiale est plus faible en raison du caractère échancré de la partie médiane cintrée des prothèses, mais par contre l'accès coronaire est beaucoup plus complexe à distance avec une hauteur de stent en éthinyl très importante qui est toujours devant les ostias et une jupe d'étanchéité qui souvent gêne le cathétérisme coronaire. Il y a quelques aspects techniques à connaître pour une angioplastie chez les patients porteurs d'implants TAVI. Souvent, l'utilisation d'un cathéter standard en première intention, dans les majorités des cas, sera suffisant pour les implants de type Edwards sur ballon. S'il y a des difficultés, dans les cas surtout des valves auto-expandables, on peut utiliser donc des cathés plus compliqués, type Amplats, des cathés de plus petite taille pour les accès au tronc commun, des cathés plus longs pour la coronaire droite et parfois des extensions de cathéter pour porter les guides à l'entrée des ostias. En conclusion, il n'y a pas d'impact pronostic non clairement l'impact pronostic de la pathologie coronarienne n'est pas clairement établi chez les patients qui vont devoir bénéficier donc d'un TAVI. Il n'y a pas de stratégie évidente sur la séquence de prise en charge avant, pendant, après. Il est évident que c'est toujours difficile de retourner dans les ostias coronaires. L'occlusion coronaire est un accident rare, parfois tardif, mais de mauvais pronostic. Il faut bien sûr connaître les facteurs de risque qui sont les naissances coronariennes basses, les valsalva peu profonds et les valves expandables. La réalisation d'une angioplastie post-TAVI est réalisable, mais parfois techniquement difficile. Il faut donc réserver les implants auto-expandables aux patients les plus âgés pour éviter d'avoir à refranchir des zones complexes. Je vous remercie.